Ok. Donc, je suis là devant vous, juste pour lire quelques versets avec vous, pour lire la Bible avec vous, parce que ça fait un peu longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc, ça fait un peu longtemps que je n'ai pas fait lire la Bible, on peut dire, en live comme ça, chose que j'aime souvent. Ça me fait du bien, trop souvent, de lire la Bible avec vous. Parce qu'on est tellement focalisé sur ce qui se passe chez nous au pays ces jours-ci, ces derniers temps, à cause de toutes ces agressions qui est accentuées depuis 2 ans maintenant, on peut dire. 2 ans que c'est accentué, qu'ils ont eu à commencer à prendre plusieurs villes et villages dont nos dirigeants, c'est comme s'ils n'en parlaient pas vraiment. C'est comme si nous, la population, trouvait ça un peu pas normal. Ils n'agissaient pas. Ils ont pris plusieurs villes depuis 2 ans, qu'ils ont eu à prendre plusieurs villes. Ces gens-là qui se disent être des rebelles, que nous on sait que ce ne sont pas des rebelles. Donc ce sont des manœuvres qui durent depuis 30 ans maintenant, 30 ans que ça a commencé. Pourquoi 30 ans que ça a commencé? Pourquoi 30 ans? Selon les informations qu'on reçoit un peu des anciens, des vieux, des adultes, comme on dit, qui ont déjà plus de 80 ans, 70 ans, ils nous disent que ce sont des histoires qui ont commencé à tellement longtemps même. Et ça a toujours été dans les calmes. Des fois ça s'est calmé, des fois ça s'arrêtait. Et ces gens-là, comme c'est leur mission depuis des siècles, ça arrive souvent. Ils commencent, ils dérangent un peu la République démocratique du Congo, ils dérangent un peu, après ils se calment. Ils dérangent un peu, après ils se calment. Et ça a toujours fonctionné comme ça depuis plusieurs années, on peut dire. Mais ce que nous on sait, c'est depuis 30 ans. Mais les adultes disent que non, c'est pas 30 ans, ça a commencé à longtemps. Quand je dis des adultes, de vieux papas, qui ont déjà plus de 80 ans, on peut dire. Comme j'ai suivi un monsieur qui a parlé de ça, hier je pense, qui a dit que ça a commencé il y a très très longtemps. C'est comme c'est un peuple qui cherche un espace. Qui n'ont pas mal un espace propre à eux en Afrique, on peut dire. Et c'est ça qu'ils cherchent depuis longtemps. Ils sont un peu éparpillés de gauche à droite, dans plusieurs pays. Et dans chaque pays où ils se retrouvent, ils cherchent à rester dans des coins où ils peuvent devenir un peu nombreux parce qu'ils font des enfants, de génération à génération, ils font des enfants, soit chez vous, dans d'autres pays. Et lorsqu'ils deviennent un peu nombreux dans ces contrées où ils occupent, ils commencent à réclamer comme si c'est leur place. Et ça ne marche pas. Et ils se calment. Et ça continue toujours à tourner comme ça, dans plusieurs pays. Mais ils se sont vraiment focalisés en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que c'est un plus grand pays. La République démocratique du Congo, c'est trop grand. C'est ça qui fait que non, ils se sont vraiment focalisés là. Et depuis qu'ils ont ces dirigeants, le monsieur qui est là, je pense qu'il est au pouvoir, je pense, depuis 20 ans, même 22 ans, 23 ans, je ne sais pas. Même plus que 20 ans, parce que c'est à partir de lui, c'est à partir de ce monsieur-là qui a eu ce qu'on dise
au Rwanda là-bas. C'était quoi qu'ils avaient appelé ça? Génocide en 94, 94. C'est à partir de ce monsieur, c'est lui qui a dirigé ou qui a fait tout ce qui s'est passé là-bas en 94. En commençant par eux-mêmes livrer leurs propres frères aux mains des autres peuples rwandais qui étaient là dans la paix pour s'entretuer entre eux et créer ce qui s'est passé là dans le 94, le génocide, et d'autres ont eu à prendre fuite à la République démocratique du Congo. Et ça fait comme s'ils les ont poursuivis. Ils ont poursuivi ceux qui étaient partis au Congo. Or, ce n'était pas ça, c'était mal leur plan. Pourquoi et comment c'est leur plan? Parce que, comme je dis, ce sont un peuple qui sont un peu partout dans plusieurs pays là-bas en Afrique, surtout à l'est là-bas. Ils avaient déjà eu à travailler avec Museveni. Je pense que c'est Museveni qui avait poussé Idi Amin Dada out. Il avait chassé Idi Amin Dada, si je pense. Si ma mémoire est bonne. Et ils avaient à aider Museveni. Je ne parle pas de ceux qui sont nés aujourd'hui, parce que ça date depuis longtemps. Même des enfants qui naissent, après lorsque tu as l'âge de travailler dans l'armée, ils te prennent directement, c'est comme ça. Mais ça a commencé bien longtemps. Parce que moi qui vous parle, en 1982, je me rappelle lorsque Idi Amin, je pense, a quitté ce pays là-bas, Uganda, son fils a acheté une maison chez ma mère. Et cette maison, c'était à mon nom. En 1982, parce que j'étais même à la famille, c'était pas content. Ma grand-mère m'avait dit que non, il faut pousser ta mère à refuser cette vente, à refuser, parce que c'était son mari qui le poussait à vendre cette maison. Et ma grand-mère disait que non, je dois parler à ma mère pour ne pas le vendre. C'était une très grande maison, une très belle maison, qui avait vendu ça à un monsieur qui s'appelait Shérif. C'est le fils aîné d'Idi Amin Dada. Bref, c'est en 1982. Et lorsque ces gens, ils ont pris Uganda, et en Ouganda, là-bas maintenant, ils avaient des problèmes. Le peuple ougandais, ils ont eu à dire à leur chef, maintenant, ces gens ne sont pas des nôtres. C'est comme s'ils occupaient aussi beaucoup de postes en Ouganda là-bas. Et le peuple ougandais, ils ont dit à Museveni que non, ce ne sont pas des nôtres. Malgré que tu as pris pouvoir avec eux, c'est eux qui ont travaillé avec toi, derrière toi, mais ce ne sont pas des nôtres. C'est pour cela que Museveni devait aider maintenant Kagame à renverser Habyarimana pour prendre le pouvoir. Ça s'est passé comme ça. À renverser Habyarimana pour prendre le pouvoir. Ils ont réussi à le faire. Mais ce n'était pas assez. Pourquoi? Parce que, comme je dis, Rwanda, c'est les Hutus qui sont là comme des... Ils sont aussi Bantous, plus nombreux que les Tutsis. Mais comme il y avait déjà des Tutsis au Congo, chez nous, qui sont nés là-bas, qui étaient dans la paix, qui vivaient là, ils ont dit maintenant aider Kagame dans sa mission. Donc c'est comme si Kagame a dit prendre les Tutsis. Ils étaient au Congo, les Tutsis qui étaient dans Uganda, dans d'autres pays, pour l'aider à renverser Habyarimana. Mais en mettant toujours dans leur tête qu'on aura notre place à nous. C'est ça qui se bat jusqu'à aujourd'hui. Des fois, ils sont gentils avec vous parce qu'ils cherchent à rentrer chez vous pour se familiariser avec vous et vous exterminer petit à petit pour les remplacer par les leurs. Et à la fin maintenant, même ceux qui vivaient paisiblement au Congo, depuis des siècles, on peut dire, ils savaient que non, ils étaient des Rwandais qui vivaient au Congo. Et les Congos les a donné la nationalité, ou les Congolais les ont donné la nationalité congolaise, parce qu'ils habitaient au Congo. Mais comme les étrangers, comme nous, on vit ici en Europe, on a la nationalité des pays où nous vivons,
Mais ce n'est pas chez nous. Nous sommes comme si des Belges d'origine congolaise, Français d'origine congolaise, British d'origine congolaise, et ainsi de suite. C'est comme ça. Et aussi, c'était chez nous des Congolais d'origine rwandaise. Moi, je suis né avec beaucoup des amis rwandais. Même des Guinéens, des Égyptiens, on a grandi ensemble. Des Guinéens, Égyptiens, Rwandais, beaucoup. Il n'y a jamais eu de problème. Jamais. Tel qu'Abadat, vous tous qui me suivent, essayez de réfléchir. Toutes ces histoires, ça a commencé depuis que ces histoires de génocide, 1994 au Rwanda, a pris fin. Du coup, ça a commencé chez nous. Ils ont dit chasser Mobutu. Et lorsqu'ils ont remplacé un monsieur qui avait pris place après Mobutu, le monsieur a mis au Congo plusieurs Rwandais à la tête des ministères, des chefs d'état-major, des ministres des Affaires étrangères, ministres de ça, de toutes ces histoires-là. Je ne connais pas trop la politique. Et par après, lorsque ça n'a pas marché maintenant avec le Kabila, en 97, 96, 97, ils ont commencé la guerre entre dans la politique. C'était des politiciens. Parce que c'était quoi? Ok, maintenant, vous avez la mission finie, vous devez rentrer chez vous au Rwanda, on doit payer ce qu'il faut payer parce que vous nous avez aidé à chasser Mobutu, que la population aussi ne voulait plus de lui. Et lorsque maintenant, le Kabila là, le monsieur Kabila, 97, les a demandé tout ça, de rentrer, c'est là que la guerre a commencé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient venus pas pour rentrer, pour conquérir ces grands pays. Et la guerre a commencé. La guerre comment? De petites guerres, comme ça on peut dire, de temps en temps, de montées, où ça s'est calmé, jusqu'à la fin, ce Kabila-là, il est mort. Il a été remplacé par un autre Kabila, son fils, soi-disant, qui avec lui, il s'est battu pendant 18 ans avec ces histoires-là. Mais nous, la population, on l'a tous condamné, on le condamne tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est par lui qu'il a affaibli vraiment l'armée congolaise en les remplaçant toujours par les Rwandais. Donc à chaque fois, il y avait soit des petites guerres, on faisait la paix, et après cette paix-là, donc toutes ces rébellions-là, soi-disant, ils devaient les mixer où? On appelle ça quoi? Mixage, brassage. Les remettre dans l'armée congolaise. Et ceux qui faisaient la politique devaient rentrer dans la politique congolaise. Donc du coup, c'était les Rwandais qui rentraient comme militaires, des Rwandais qui rentraient comme politiciens. Et lorsque maintenant ils étaient là comme Congolais, ils travaillaient toujours en fonction que leur vision ou leur mission puisse continuer et affaiblir toujours les autochtones, comme on dit, les vrais Congolais, en les remplaçant par des étrangers toujours. Les Rwandais, les Ougandais. Les Rwandais, les Ougandais. C'était comme ça. Et 18 ans après, donc comme Kabila, il a fait que ça, les faire rentrer. Et par après, maintenant, il a déposé le pouvoir, il a donné à Félix Tshisekedi, par les élections bien sûr. Maintenant, Félix, il a trouvé tout ce monde-là. Il avait sorti un mot, une phrase en disant que ce pays est déjà mort depuis longtemps. Que ce pays est déjà mort depuis longtemps. Donc il a trouvé que le pays a déjà été détruit. Maintenant, en tant qu'un vrai compatriote, un vrai politicien, on va dire, que beaucoup disent que non, il est faux, tout ça, c'est chacun pense comme il veut. Le monsieur devait jouer en protégeant aussi sa propre fille pour ne pas mourir comme le premier Kabila. Donc, Félix devait travailler avec ces gens-là, aller avec eux doucement, doucement. C'est comme ça que nous avons eu affaire avec Joseph Kabila. 2011, il n'avait pas gagné les élections, soi-disant. Il n'avait pas gagné les élections. Mais c'est lui qui avait continué
2006 même, il n'avait pas gagné les élections. S'il y avait eu des élections, Joseph Kabila face à Jean-Pierre Bemba, peuple congolais, imaginons un peu entre nous. Donc, 2006, premières élections, Joseph Kabila a gagné. Mais la population voyait là des foules et des foules de gens qui faisaient campagne pour Jean-Pierre Bemba et nous dire que c'est Tshisekedi qui avait, comment s'appelle le monsieur, Joseph Kabila qui avait gagné. Ok, Bemba a dit que j'acceptais l'inacceptable. Par après, toujours, comme ces histoires-là qui se passent au Congo, c'est manipulé aussi par les Occidentaux, ils ont tout fait pour mettre Jean-Pierre Bemba en prison, ici à La Haye, en Hollande. Jean-Pierre Bemba a passé, je pense, 10 ans là-bas. Pendant ce temps-là, il y a eu des mixages et brassages. Donc, les militaires rwandais et ougandais rentraient dans l'armée congolaise. Les politiciens rwandais rentraient dans la politique congolaise, en devenant congolais. C'est ça le travail que Kabila a dû faire. Par après, maintenant, comme je dis, Tshisekedi au pouvoir, ils doivent aller avec ces gens-là doucement. Mais nous, comme je dis, nous avons déjà réussi, ou ils avaient réussi, les politiques congolais, ils avaient réussi à pousser Kabila contre Mire, comme on dit. Parce qu'à chaque fois, ils ne gagnaient pas les élections, mais on faisait comme c'est lui qui gagnait, et il continuait au pouvoir. Arrivé en 2016, nous, moi qui vous parle ici, on a passé des nuits devant l'ambassade de la Belgique, ici à Bruxelles, pour dire qu'on ne veut plus, on ne veut plus, on ne veut plus. 2016, des fois on n'était pas nombreux. On se mettait des fois 5, 6, moins de 10 personnes. On a passé des nuits ici, décembre 2016, devant l'ambassade. On prenait des cafés, des boissons, tout ça, on était là. On parlait, on garait nos voitures, ceux qui venaient à pied, voitures, tout ça. Et le matin, 3-4 heures du matin, on rentrait chez nous. Bref, Kabila, arrivé à la fin, il devait accepter les élections. Maintenant, ceux qui ont eu à voir toutes les propagandes, comment ça s'est déroulé entre nous, soit on est aveugle ou on n'est pas aveugle. Soit on voit avec les yeux, ou on voit seulement en esprit, dans un rêve, ou je ne sais pas. Même lorsque Tshisekedi Félix, 2018, je pense, a atterri à l'aéroport de Njili, à Kinshasa, pour commencer sa campagne. Ils ont atterri à l'aéroport de Njili, je pense, c'était vers 10h, 11h. Nous le suivons ici. Parce que moi qui vous parle, j'ai fait propagande pour Fachi dans les réseaux sociaux 2017-2018. Parce que nous, on avait déjà commencé depuis 2017. Quand j'ai dit 2017, on encourageait beaucoup de Congolais, un peu partout dans le monde, à se mettre derrière Fachi. Pourquoi? Parce qu'on faisait d'abord les combats depuis 2004. Hein? Depuis 2004, Jean Kabila dégage. Tout ça, on ne veut pas les systèmes politiques là-bas. Mais on était comme ça, comme on voit maintenant. Il n'y avait pas de dirigeants. Et personne ne voulait se joindre à l'IDPS, surtout pas moi. Donc on se manifestait comme ça, chaque Congolais, comme il veut, on se rassemblait tous, on chantait, on criait pour que le système politique soit changé. Après, il y a eu Ngwanda, un monsieur qui a travaillé avec Mobutu. Il est sorti, maintenant beaucoup de gens se mettaient derrière lui. Nous, on a dit non, comme moi, j'avais dit non. Parce que je ne voulais pas me mettre derrière quelqu'un comme ça. Donc on se baladait seulement, ou on se mettait seulement dans des manifestations en tant que des compatriotes congolais, et on était beaucoup comme ça. Mais arrivé vers 2017, je me disais non, on ne doit pas aller comme ça, parce qu'à chaque fois, on nous fait comprendre que pour dégager Kabila au pouvoir, il faut aller avec les stylos. Donc il faut rentrer dans la politique. C'est là qu'on devait soutenir Félix Tshisekedi. Ou se mettre derrière l'IDPS. Selon comment le système politique de notre pays fonctionnait, on ne voyait pas un parti politique qui pouvait se mettre en face de l'IDPS à ce moment-là. Ça c'est un.
On voyait, ah, comme l'autre parti, c'est quoi ça? PPRD, c'était le parti de Joseph Kabila. On ne pouvait même pas se mettre déjà dans ça. Vous voyez ce que je dis? C'est un peu comme ça. Et Félix a atterri à l'aéroport de Njili 2018 à 11h, je ne me rappelle plus de la date, à 11h de l'aéroport de Njili pour arriver jusque chez eux là-bas à Limité. Ça a pris presque toute la journée, jusqu'à 20h. Et on voyait dans les campagnes comment ils se déplaçaient, des villes en ville, des villages, tout ça, où il n'y avait même pas de place pour aider marcher. Après, vous allez nous dire que c'est Kabila, comment ça s'appelle? C'est Fayoulou qui avait gagné. Ça, des fois, moi, je me dis, des fois, je ne comprends pas mon peuple ou mes frères et sœurs congolais, mes compatriotes. Je ne comprends pas. Des fois, je ne comprends pas. Parce que, on sait que oui, Fayoulou, oui, c'est bon. Mais lorsqu'on voit des marées de la population qui accueillent Fachi dans des villages, des villes, des bandes campées partout, des fois, je me pose la question, comment les gens peuvent dire que non, c'est Fayoulou qui avait gagné les élections? On a tous vu les campagnes, comment ça s'est déroulé en 2018, des foules qui suivaient. Ah, les amis, s'il vous plaît. Ok, bref, on passe. Fachi a pris le pouvoir en 2018, il a commencé son mandat en 2019. Et 2023, même chose. Maintenant, toujours pour les diaboliser, bien sûr. Pourquoi les diaboliser? Parce que beaucoup d'entre nous ici sont allés au Congo avec l'idée parce qu'ils savaient que Fachi devait tous le prendre, le mettre, de donner des postes, des pouvoirs, tout ça, pour travailler. Et comme ça n'a pas marché, beaucoup de nos compatriotes ont tourné maintenant leurs armes contre Fachi. Pourquoi? Parce qu'il était piaka comme nous ici en Europe. Du coup, il est devenu, on peut dire, dans les systèmes où ils peuvent, où tous les politiciens congolais ont l'habitude de manger. On a même des frères qui sont morts, je pense, dans les tensions, pour ne pas citer leurs noms. D'autres sont morts au pays là-bas, d'autres sont morts ici. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas eu à manger. Les gars, moi je me réveille à 4h du matin pour aller travailler. Donc je n'ai jamais pensé dans ma tête que nous allons manger l'argent venant des politiciens ou des politiques, des systèmes du pays, que je sois payé parce que je dois faire campagne pour quelqu'un. Non. On avait fait ça pour Fachi en 2018. Et 2023, j'ai fermé ma bouche, j'ai fait pas. J'ai rien fait. Et je regarde maintenant comment les choses ça fonctionne. Ils avaient réussi à mettre Kabila contre Mir. Ok. Il a pris le pouvoir. Maintenant, pendant qu'il dirigeait le pays, pourquoi pas vous les autres là, au lieu de se mettre des fois opposants, ou comment ça s'appelle ça, opposants, ou je sais pas, dans vos rassemblements, là, tout ce que vous faites là, je ne connais pas grand chose dans la politique. Vous êtes tous mis simplement à attaquer la personne de Fachi. Et non s'opposer au système, comment les pays fonctionnent. Pensez que nous, ça nous plaît de voir qu'il n'y a pas les autoroutes dans ces pays-là, depuis l'indépendance, soi-disant l'indépendance. Parce que nous, ça peut nous plaire, quelqu'un comme moi, non. Vous pensez que nous, ça nous plaît de voir que quelqu'un, je donne l'exemple, juste des messieurs, excusez-moi, j'aime toujours prendre son exemple parce que moi, ça me dépasse. Nous, on est ici, comme moi, ça fait 40 ans plus que même, comme d'autres sont ici. On fait des enfants ici. Et un enfant congolais se réveille un jour, dire que, ok, comme je suis né ici en France ou en Belgique, je vais devenir président ici dans ce pays. Ok. Du coup, on voit le monsieur, il est devenu millionnaire. Comment il a réussi à avoir tous ces millions? Oh non, mon père était commerçant. Mais les gens disent que non. Katumbi, hein, je parle de Katumbi. Et lui aussi, là, il a à prendre des terres là-bas au Katanga pour vendre des minéraux. C'est à cause de ça qu'il est devenu millionnaire ou milliardaire, je ne sais pas comment on dit ça. Et cherche à devenir président. Je ne sais pas déjà si son père, comme on dit, il vient de chez les Yesu là-bas, des pays là où Yesu est né. Et je ne sais pas dans ce genre de pays là-bas, si un Congolais a fait un enfant là-bas, ces peuples-là peuvent accepter que ces Congolais-là posent candidature dans la présidence. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je me réveille à 4h du matin pour aller chercher un peu ce qu'on nous paye ici comme salaire, ici en Europe. Mais ça ne veut pas dire que non, je suis sorti
de Nzalamoro Boye pour venir chercher l'argent ici. Non. Donc, en tant que des compatriotes, nous devons protéger les terres. Et c'est ça qui est des choses qu'on voit aujourd'hui, de protéger nos terres. Ce peuple-là, les Kagame, et ils cherchent les terres. Non seulement qu'ils utilisent ça déjà depuis, ils occupent ça déjà depuis, mais ils veulent non seulement continuer à les occuper de cette manière-là, mais ils veulent carrément que ça devienne les leurs. Que ça ne soit plus les Congo, mais que ça puisse devenir un autre État ou un autre pays. Mais chez nous, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. S'il y a vraiment du sérieux dans tout ce qui se disent politiciens dans ce monde-là, qu'on nous dit communauté internationale, machin, tous ces bazars-là, Union africaine, Union des merdes, toutes ces histoires-là, c'est moi, il y a du sérieux dans ces histoires-là. Chacun doit protéger ses terres et rester chez lui. Si on vient chez les autres, on doit respecter leur système et non pas venir imposer chez les autres, tuer les gens du Congo ou tuer les Congolais et les faire remplacer par les autres peuples. Non seulement ça, et vous dites que vous venez vous chercher, vous venez pour protéger la population et vous tuez ces populations-là. Je ne sais pas, ça me dépasse. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Donc, tu viens chez les gens. Moi, j'ai des gens à Goma, je parle avec des gens qui sont à Goma. Même ce matin, comme on est là, j'ai fait ce live-là, je me pose. Mais j'ai des gens qui vivent à Goma là-bas. Non seulement qui sont partis vivre, mais ce sont leurs terres. D'autres meurent depuis longtemps. J'ai des gens aussi à Bukavu. Des familles que je connais depuis. J'ai des familles aussi au Katanga, à Lubumbashi là-bas, à Likasi. Des gens que je connais, qui parlent avec moi. Du coup, si un petit souci, j'appelle pour savoir chez eux là-bas comment. Et la personne qui parle avec moi tous les jours, elle est à Goma, précisément à Goma. Mais les gens s'étonnent, se disent c'est quoi ça? Vous venez vous dire non, c'est pour protéger la population, et vous venez tuer. Ok. Si c'est pour protéger, pourquoi ne pas passer par les élections? Si c'est toi qui avais placé Fachi à la tête du pays. Ok, maintenant, toi-même, vas-y, maintenant, pose ta candidature. Vous devez juste changer ce système de CENI là-bas. Maintenant, toi, va poser la candidature et que tu puisses gagner les élections. Tu vas protéger la population. Et qui tue cette population? Est-ce que c'est l'armée congolaise qui tue les Congolais? Non. L'armée congolaise cherche juste à défendre les terres des Congolais. Si l'armée congolaise, dont l'armée est reconnue officiellement de la nation, cherche à protéger la nation. Bien sûr, par erreur, une balle peut toucher quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il protège ce peuple-là. Là où vous êtes en train de vivre, on peut dire. Vous venez, vous vous mettez dans la population, vous mettez dans la population, vous les terrorisez. Si quelqu'un y parle, vous les ligotez, vous les coupez par les manchettes, par tout ce que vous faites là. Et vous dites que vous protégez la population. Je vais verser là maintenant, un bon dimanche, je vais lire les versets bibliques. C'est des versets bibliques que je vais lire. Mais depuis 2 semaines, ça me dépasse. Depuis que ça chauffe, ça me dépasse. Et il y a des gens, des humains comme nous, qui sont contents, qui sont dans la joie. J'étais avant-hier. Si, avant-hier. Je venais de Decathlon. Decathlon, j'étais dans les tramways. Je venais de Decathlon, qui est à Evert, pour ceux qui connaissent Bruxelles. Parce que c'est pour mon fils qui a besoin de quelque chose. J'ai mis, même dans les photos, dans les vidéos, j'ai filmé même des trucs à question, des matériels à question, des sports. Parce que c'est mon fils qui fait ça.
en sortant de Décathlon, j'ai pris le tram pour rentrer vite chez moi. Là où j'étais assis, du coup, 2-3 arrêts après, une dame est venue s'asseoir juste en face de moi. Elle a commencé à parler au téléphone. Je ne connais pas leur langue. Mais les accents, les sons, je comprends que c'est les Kinyarwanda. Ils sont avec nous depuis longtemps. Ici en Europe, tout ça, il y a même des collègues qui travaillent avec nous, qui sont des Rwandais, ça ne dérange pas. Mais ces derniers temps, c'est comme s'il y a quelque chose qui monte, comme on dit, tension, hein, qui nous pousse, comme ça fait chez les Palestiniens lorsqu'il est assis en face d'un Juif. C'est ça. Et que les gars, vous ne comprenez pas. Là, je parle même des Palestiniens qui s'assoient, les Palestiniens en face d'un Juif. Même les Marocains qui ne sont pas Palestiniens, mais ils ne s'assient jamais en face des Juifs, ça ne se fait pas. Parce que les Juifs là peuvent ramasser. Maintenant, moi, j'étais là, dans les trams. La dame est venue s'asseoir en face de moi. Elle a pris son téléphone, elle a commencé à parler leur langue. Elle rigole à mort et elle parle fort. J'ai compris que cette dame, elle cherche problème. Oui. Elle parle fort, elle rigole en face de moi. Donc du coup, bon, comme on doit toujours bouler, penser un peu, bêtement, peu importe, on s'en fout. Je dis, regarde-moi cette madame-là. Donc c'est comme si soit, elle est contente de ce qui se passe chez nous, de ce que ses frères sont en train de faire chez nous. Je dis, il faut ça, Zoba. Peut-être les Boma. De ne pas savoir que non, ils se mettent eux-mêmes dans un problème qui vient que de commencer. Ils se mettent eux-mêmes dans un problème qui vient que de commencer. La tension qui monte là, je connais en 2005, 2004 ou 2005, Congolais Moko, à Tobolaka Moko, pour ne pas aller avec ça en français. Congolais Moko, Matonga, Tobolaka Moko, les Boumou. Juste un innocent comme ça, bêtement comme ça. Parce que c'est comme ça que ces gens avec ça continue. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Parce que nous, on aime la paix, on aime la joie, on aime vivre. Le peuple congolais aime vivre. C'est pour cela, ils sont là chez nous depuis des siècles dans la paix, dans la joie. Et on est ensemble. On vit ensemble dans la paix. Mais ils n'aiment pas ça. Pourquoi? Parce que depuis le monsieur qui est au pouvoir au Rwanda là-bas, depuis qu'il est devenu président, c'est lui qui a commencé tout ce qui se passe maintenant à l'Afrique centrale là. A commencé par le génocide qui s'est passé en 1994 au Rwanda, qu'on appelle génocide. C'est bien bon génocide. De combien de morts? 800 morts, 1000 morts, 1000, je ne sais pas combien de morts, hein? Je ne sais pas, 2000 morts, 3000 morts, je ne sais pas. Mais au Congo, ça fait déjà plus de 10 millions de morts. Plus de la population de leur pays. Sorry. Mais on n'en parle même pas. Dans le sens de vrai terme. Qu'elle a déclaré vraiment que c'est génocide ou holocauste. On n'en parle pas. On trouve ça normal. Mais comme Dieu est avec nous, on est toujours nombreux plus qu'eux. Il continue à tuer et on est toujours nombreux plus qu'eux. Et on sera toujours nombreux plus que ces gens-là. Maintenant, guess what? Regarde comment ils ont voulu jouer cette fois-ci et ça n'a pas marché. Ils se sont démasqués bien eux-mêmes. Parce que ça veut dire depuis plus de 30 ans, depuis 30 ans on peut dire. Ils se disent que non, c'est une rébellion congolaise, c'est entre Congolais entre eux. Mais nous, on sait que non, c'est l'armée rwandaise qui vient, ils présentent quelques Congolais devant, c'est eux qui doivent commencer à parler. C'est eux qui doivent commencer. Ils prennent quelques Congolais et quelques Hutus, bien sûr, quelques Congolais, quelques Hutus, parce que nous sommes des Bantous tous. Tous, nous sommes des peuples Bantous. C'est eux qui parlent. Quelques Congolais et quelques Hutus
qui parle. Mais ceux qui font le sale job, c'est vraiment l'armée rwandaise. C'est l'armée officielle. Parce que lorsque ça arrive que quelques militaires congolais qui se battent de temps en temps, lorsque ça arrive qu'ils attrapent un militaire de ces groupes-là, c'est toujours un Rwandais qu'ils attrapent. Ils n'attrapent pas un Congolais dans ces histoires-là. Non, c'est toujours un Rwandais. Mais le président là, Kagame, il dit que non, c'est pas eux. C'est pas eux. Maintenant, ils ont pris Bunagana, ça fait 2 ans. Et d'autres villes. Ils ont continué à prendre quelques villes depuis 2 ans. Ils prennent des villes et ils habitent avec la population parce qu'ils savent que si nous on attaque, on va tuer la population. Non. C'est notre peuple, on ne peut pas les tuer. C'est pour ça qu'on va toujours dans le calme. On va toujours dans le calme. Maintenant, ils disent que non, c'est une rébellion entre Congolais et Congolais. Ce n'est pas les Rwandais. Et si nous, maintenant, on veut attaquer, l'armée rwandaise, ils viennent, ils disent que non, nous, peuple congolais, ou l'armée congolaise attaque les Rwandais qui habitent au Congo. Donc, on va là-bas pour les protéger. C'est comme ça que ces gens-là font. Maintenant, ok, on a laissé. Ils continuent à avancer. Ils arrivent à Goma, ils ont pris Goma, ils ont mal rentré avec des chars, je ne sais pas quoi, des grands camions remplis de militaires. Du coup, grands camions remplis de militaires de l'armée rwandaise, ils sont venus là. Maintenant, ils pensaient que non, les chefs de l'État congolais Fachi, qui peuvent dire que non, ok, maintenant je déclare la guerre. Non. Pourquoi? Parce que s'ils disent que non, je déclare la guerre, c'est là où ils vont commencer bien la guerre, c'est que Rwanda attend. Mais ils n'ont pas entendu ces phrases-là dans la bouche des chefs de l'État de notre pays. Pour ne pas rentrer dans cette bêtise-là. On les regarde. Et le monde entier voit. Maintenant, ils sont à Minova. Hier, déjà, les gens de Goma m'ont dit qu'ils sont déjà à l'entrée de Bukavu. Donc, c'est Minova, tout ça. D'autres villes, villages. C'est comme ça. Alors, comme ils ont vu que Fachi, chef d'État congolais, il ne parle pas de ces histoires-là, de la manière qu'eux veulent que le chef d'État parle, dans la honte-là, il continue toujours à avancer. Les amis ou le monde qui nous écoute, en vrai, nous sommes un grand pays. Si le Congo veut faire la guerre avec Rwanda, l'État qu'il rentre là, à Bukavu, Goma, nous on va aller à Kigali. Et lorsqu'on va écraser Kigali là, c'est là que vos histoires, comment on appelle ça, les communautés internationales, bazar, machin, tout ça, les malades là, ils vont parler. Donc ceux qui meurent au Congo ne sont pas des humains. Ok, continuons. C'est bon, j'avais ouvert verset là pour lire les versets bibliques. Je ne sais pas comment on a raconté la Buzoba, parce que c'est énerve. C'est énerve parce que on ne veut pas aller en prison. On ne veut pas aller en prison. On ne veut pas aller en prison. Mais ce n'est pas les animaux qui vont en prison, c'est que les humains. C'est que les humains. Mais on ne veut pas aller en prison. Déjà, on ne veut pas commencer à ramasser les innocents ici dans les rues. On ne veut pas commencer à ramasser les innocents dans les rues ici. Ok, les amis. Je ne sais pas si vous habitez dans quel genre de pays, dans quel continent. Mais ici, là où moi j'habite, là où je vis, un juif ne peut même pas se mettre à côté d'un Marocain ou à côté d'un Algérien. Pour ne pas même dire à côté d'un Palestinien. Non. Mais un juif ne peut pas se mettre à côté de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qui se passe. C'est eux qui détruisent leur terre. Comme je dis, cette dame-là fait avant-hier. J'étais là, je rigole pas, mais au fond de moi, je dis, je suis dans les trams. Est-ce que cette dame-là est en train de faire comme ça dans les trams? Elle sait que non. Elles peuvent se retrouver à l'urgence et moi au tôle.
ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais on essaye toujours de put it down. De make it down. De put it down. Comme ça, c'est comme on dit. Mon thème. Faut contrôler. Contrôler. Because it's over. It's over. It's too much. Il est qui? Et Tolembi. Tolembi. Ok les amis, bon. Mettons ça de côté. Mettons ça de côté. C'est la Bible que je voulais lire. Avec ceux qui aiment lire la Bible. C'est ça que je faisais de temps en temps, il y a quelques mois. Lire des versets bibliques ensemble. Lire des versets bibliques ensemble. Mais je pense aussi une chose aussi, que ceux qui se disent serviteurs de Dieu chez nous là-bas, les Congolais, soi-disant les pasteurs, ils doivent comprendre aussi bien ce quel Dieu ces gens-là servent. Qu'ils doivent comprendre aussi bien la Bible, non seulement lire la Bible comme un roman, non, mais c'est un livre spirituel. Non seulement c'est un livre spirituel, c'est un livre de guerre aussi, où beaucoup des histoires qui sont dans la Bible, c'est des histoires de guerre. Saoul a tué 1000, David a tué 10 000. C'est la guerre. David, il envoie un soldat à la guerre pour se faire tuer. Il rue pendant qu'il a pris sa femme. Donc c'est la guerre. Donc lorsque vous enseignez la parole de Dieu, dans des moments pareils, vous, les pasteurs, je parle. Parce que moi, je suis à la maison, je ne suis pas pasteur. Je l'ai fait il y a longtemps, j'ai arrêté ça. Maintenant, je suis plus à la maison. Le matin, je vais au boulot. Puis, je fais mes lectures bibliques. Et essayer un peu d'écrire. Je fais qu'écrire, écrire beaucoup. Pour dire, j'ai déjà fini à écrire un livre que je corrige depuis longtemps, on peut dire même. Mais je ne le fais pas tout le temps. Pourquoi? Parce que je travaille trop. J'ai pas assez de temps. Et je l'écris. Si j'ai écrit mon livre, c'est pas moi pour gagner de l'argent. Ce n'est pas ça. Et si je parle de Dieu, j'exhorte les gens à s'attacher à mon Dieu qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas pour l'argent. Même lorsque j'avais une salle où je réunissais les gens, ce n'était pas pour l'argent. J'avais pris mon salaire ou mon argent pour acheter moi-même des instruments de musique. Je les fabriquais bien sûr en Allemagne. Et je payais les loyers moi-même. C'était juste pour enseigner les gens la parole de Dieu, comme moi je les comprends. Et jusqu'à un moment où je devais arrêter, fermer. Pourquoi? Parce que j'avais compris que beaucoup de gens, ils se disent être chrétiens ou ils viennent vers Dieu, mais ils ne veulent pas comprendre les choses de Dieu. Ils viennent juste pour Alléluia, Amen. Mais lorsque tu commences à les expliquer vraiment tels qu'ils sont, la parole de Dieu, tu veux les aider à mieux comprendre, ils te qualifient de francs-maçons, de magiciens. Et c'est là que je devais fermer ces histoires de salles pour faire mes histoires de Dieu à la maison. Et de temps en temps, je vais exhorter des gens comme ça dans les réseaux sociaux. Et me focaliser plutôt à écrire.
Et si un jour je commence à publier, c'est bon, je dois continuer dans cet élan-là, de publier des livres, hein, c'est comme ça. Et comme ça, lorsque tu prends le livre, tu vas lire ça. Si tu vas toi-même dire que non, je suis franc-maçon, ça c'est ton problème. Moi, je me réveille à 4 h du matin pour aller chercher le travail, pour aller chercher l'argent, bien sûr, je travaille. Donc, si tu vas me traiter de magicien, gloire à Dieu, mais tu ne peux pas faire ce que Jésus-Christ faisait, ou ses disciples, les premiers disciples, ce qu'ils faisaient. Tu ne peux pas faire ces histoires-là si tu restes dans les Alléluia, Amen, comme vos pasteurs sont là dans les Alléluia, Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont que derrière l'argent. Ils sont que derrière l'argent. Et ils vous parlent des choses de Dieu, juste comme ça, sans vous aider à s'attacher réellement à ces dieux-là, ou vous pensez que vous êtes attaché à ces dieux, mais je me demande comment. Parce que lorsque tu t'attaches réellement à Dieu, c'est pour chercher à devenir comme ton maître. Et notre maître, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il y a eu plusieurs écoles de pensée, et il y en aura toujours, et il y en a toujours. Plusieurs écoles de pensée. Et chaque école de pensée a un maître. Une référence. Un modèle. C'est là que tous ceux qui se joignent à cette pensée-là, à cette école-là, doivent fixer les regards et suivre les enseignements de leur maître et chercher à devenir comme leur maître. C'est comme ça. C'est pour ça que lorsque nous lisons la Bible, comme j'aime toujours expliquer aux gens, si l'ombre des disciples guérissait les malades, l'ombre de Pierre, la Bible dit l'ombre de Pierre guérissait les malades, donc ton ombre aussi peut guérir. Alors si ton ombre ne peut pas guérir, parce que tu ne veux pas que ça puisse commencer à guérir, et tu vas te demander comment vouloir que ça puisse commencer à guérir, c'est discipline-toi. C'est ce qui manque, et c'est ce qui manque à beaucoup de ceux qui se disent chrétiens. Et c'est ce qui fait que nous, beaucoup de chrétiens sont limités seulement dans les Alléluia, Amen. Et ils pensent que c'est ça, le christianisme, Alléluia, Amen. Or, ce n'est pas ça. Ils pensent que le christianisme doit être limité que dans les Alléluia, Amen. Non. Il avait dit, allez, faites toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. On ne fait pas d'une personne un chrétien. Non. Non. Mais on devient chrétien. Comment on devient chrétien? En étant d'abord un disciple. Et en tant que disciple, lorsque tu commences à grandir spirituellement, parce que lorsque on devient un disciple, il a dit que nous enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Lorsque tu dois commencer maintenant à observer, à recevoir les enseignements en tant que disciple, et tu commences à mettre ces enseignements-là en pratique, ne vous restez pas seulement borné à écouter, mais il faut les mettre en pratique. Lorsque tu vas commencer à les mettre en pratique, tu vas commencer aussi à te discipliner. Plus tu te disciplines, tu grandis spirituellement et là tu deviens un chrétien. Parce qu'en d'autres termes, un chrétien, c'est être comme ton maître. Celui qui est devenu comme son maître, c'est là qu'on appelle un chrétien. C'est pour cela, notre maître conseille à tout disciple de porter sa croix, si tu veux le suivre.
Parce que tu ne peux pas les suivre si tu ne portes pas ta croix. C'est quoi la croix? C'est quoi la croix? C'est là la question. Parce que lui, le maître, il avait porté sa croix. Ce qu'on appelle chemin de la croix. Il avait porté la croix jusqu'à la montagne, là où il devait être crucifié. Et lorsqu'il dit, allez faire toutes les nations des disciples, allez mettre tout le monde dans ce chemin-là. C'est ça l'école de pensée christique. Et lorsque tu veux suivre ça comme ça, tel qu'ils sont, tel qu'il est enseigné, tel que le maître le veut, les gens n'aiment pas ça. C'est là où ça devient la nourriture solide. C'est là où ça devient dur. C'est là où les gens n'aiment pas. Ils font seulement, non, nous on veut seulement ton nom. Mais on ne veut pas rentrer dans les détails. On veut seulement ton nom. Appelez-nous seulement chrétien. Appelle-moi seulement chrétien. Mais je ne veux pas chercher à devenir comme les maîtres. Non. Demande ceux qui se font dans l'école de Shaolin, de Kung Fu. Demande les judokas. Je suis passé par les judo étant petit. On commence par être ceinture blanche et on monte pour devenir un maître. Et ça ne se limite pas, ça continue toujours. Il y a le premier dan, le deuxième dan, ainsi de suite, on monte. Parce que lorsqu'on parle de judo, on voit Jigoro Kano. C'est lui qui a commencé le judo. Jigoro Kano. Lui, on le place toujours au-dessus de tous les judokas. Est-ce que vous comprenez? Je bâtirai mon église. Mon église. Ce n'est pas ton église, c'est l'église des maîtres. Donc je commencerai mon école. Parce qu'il y avait déjà d'autres écoles. Les Esséniens, les pharisiens, les sadducéens. Tout ça, c'est des écoles de pensée. C'est comme ça. Et lorsque quelqu'un se dit que non, je suis chrétien, demande-lui c'est quoi un chrétien? Non, chrétien, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Oui, c'est bien bon. Tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu es devenu chrétien. C'est bien bon. Mais ce n'est pas limité là. Ce n'est pas limité là, les amis. Si tu fais suivre les détails, c'est même pas ça. Parce qu'il avait dit, allez, faites toutes les nations des disciples et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Vous savez, j'aime bien les choses de Dieu. J'ai ouvert ici ma Bible devant moi. Je téléphone. Il y a des versets bibliques que je voulais partager avec vous. Et puis après ces deux versets bibliques-là, on allait continuer à lire d'autres versets parce qu'il y en a. J'ai aussi quelques cahiers ici, parce que j'ai des cahiers tout le temps partout. Des notes, des messages que j'écris depuis des années. Vous savez, même lorsque je parle que non, j'ai écrit un livre et que je suis en phase correction, c'est juste des enseignements que j'écris depuis plus de 20 ans. Plus de 20 ans, 30 ans même, des enseignements que j'écris. J'avais juste fait quoi? Sélectionner quelques enseignements